Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes de la patrie, de la vraie fraternité, je vous salue. Et je vous remercie d'être toujours nombreux et de votre présence régulière. Merci, cher Ahmed Bamba. J'aime bien quand il dit bonsoir au Rivas. Merci à toi d'être régulier et d'être là avec nous. Merci à tous. Aujourd'hui, encore donc à notre rendez-vous hebdomadaire, les directs politiques du docteur Israël Ngoran, nous sommes là, bien-aimés frères et sœurs, pour parler encore de la Côte d'Ivoire. Notre projet de société a pour thème comment sauver la Côte d'Ivoire. Nous ne parlons pas de sauver des acteurs politiques. Nous ne parlons pas de sauver des individus qui souvent même sont des individus indélicats et qui n'ont aucune considération ni pour la Côte d'Ivoire, ni pour sa nation. Donc notre objectif à nous, objectif visé, c'est l'homme d'abord. J'ai pour coutume de dire que toute politique qui ne tient pas compte du développement humain est un échec et sera toujours un échec. Et la plupart du temps, la politique que nous vivons en Côte d'Ivoire est une politique de l'économie, de l'infrastructure, en déphasage avec le développement humain. C'est comme si on met à la disposition des hommes des choses dont souvent ils n'en ont pas besoin. Si vous voulez un exemple précis, je vous donne l'exemple du métro. Enfin, on n'a pas de métro. Déjà, le mot même tel qu'il est utilisé est faux. Est-ce un tramway? Mais pourquoi on ne nous dit pas la vérité sur ce qui va être construit? Mais à Abidjan, dans l'état de notre économie primaire, dans l'état où nous sommes, où des pénicillines manquent dans les hôpitaux, 1000 milliards, je crois, ou je ne sais même plus exactement quel est le chiffre indiqué, au service d'un hypothétique tramway qui va quitter Yopougon pour le plateau. Tout simplement. Croyez-moi, cela va apporter quoi à l'homme ivoirien, à la femme ivoirienne? Donc, au Revas, nous disons la chose suivante. Priorité à l'être humain. Priorité à l'ivoirois. Priorité à l'ivoirienne. Bonsoir, monsieur le deuxième vice-président, et encore condoléances pour cette mauvaise nouvelle. Que Dieu te fortifie. Voilà, je voudrais profiter pour informer nos auditeurs, les membres du Rivas, les sympathisants du Rivas, que Richard Gabdibé, notre deuxième vice-président, a perdu son papa, je crois, depuis hier. Donc, c'est le moment du deuil. Alors, ensemble, souhaitons-lui nos condoléances les plus attristées. Donc, Ahmed Bamba, merci. C'est pourquoi, tu vois, Ahmed Bamba, ce que tu écris répond à notre objectif, la Côte d'Ivoire, mais pas les individus. Voilà. Aujourd'hui, l'état de délabrement dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire, on ne peut pas accuser Ouattara et applaudir Gbagbo et Bédié. On ne peut pas applaudir Bédié et accuser Ouattara et Gbagbo. Vice versa. Parce que les trois sont complices de ce qui est arrivé. Les trois se sont enrichis. La Côte d'Ivoire s'appauvrit. Les trois ont servi la France en étant depuis la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un qui n'est pas fautif. Naturellement, en regardant à l'intérieur, on peut situer le niveau de responsabilité des uns et des autres. Mais ils sont responsables et coupables.
Cette génération qui a succédé à Houphouët a fait du tort à la Côte d'Ivoire. Le Revaz dit rupture. Enlevons ce qui n'a pas marché. Ça n'a rien à voir avec du sentimentalisme. Nous parlons d'un pays. Et c'est pourquoi j'insiste pour dire que toute politique doit partir du besoin humain. On va poser une question très simple. De quoi, ou disons le citoyen ivoirien a besoin, ivoirois plutôt, de quoi le citoyen ivoirois a besoin? On va répondre, il a besoin de manger. Quelle politique de l'agriculture pour qu'il mange et qu'il mange bien? Lorsqu'on va répondre à quelle politique, ça va faire appel à des infrastructures. Voici comment on évolue en politique. Et répondre à ces infrastructures va nous demander quelle politique de financement. La politique de financement va répondre à comment trouver l'argent. On va rentrer maintenant dans la production des richesses. C'est ça qui va générer la politique économique. De quoi l'homme ivoirien, la femme ivoirienne a besoin? On va dire de s'éduquer. Quelle éducation? À l'heure des NTIC, à l'heure des grandes technologies. Quelle éducation pour arriver à quelle formation qui débouchera sur quelle... Ceci va nous faire naître les programmes d'enseignement, la pédagogie adéquate. Ce n'est qu'après qu'on parle de financement. Donc, en politique, et surtout dans nos pays, avec notre culture de solidarité, d'amour, de lien fraternel, c'est de l'homme qu'il faut parler d'abord. Quelle est la place humaine? Quiconque ne vous emmène pas cette politique est là pour détruire la Côte d'Ivoire. Et quand nous parlons de rupture, aujourd'hui, regardez bien, Front républicain, le résultat est encore dans vos mémoires. Le boycott actif était leur actif, qui est devenu aujourd'hui leur passif. Regardez aujourd'hui la rébellion qui s'est muée en RHDP. Aujourd'hui, le résultat est là. Et on veut nous créer notre plateforme. Est-ce que Gbagbo, Ouattara et Bédié sont les trois seuls intelligents en Côte d'Ivoire? Sont-ils les seuls capables à un moment donné? Quand je salue l'honorable Patrice Kanté, à un moment donné, il faut s'arrêter. Les gens du PDCI même doivent être capables de s'arrêter pour dire que Bédié ne répond plus ni aux aspirations du PDCI, ni aux aspirations de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ils veulent continuer de le garder dans le nom de Houphouët, dans le nom de Nana Bédié? Tout le monde est devenu Nana subitement. Et ça m'étonne de parler parce que tout le monde n'est pas Nana. On est Nana, on ne devient pas Nana. Alors allez-y, vous racontez ça ailleurs. Cette génération a échoué. Notre génération doit reprendre le flambeau. Sans haine ni guerre. Mais avec le verbe, avec des projets, avec le débat ouvert, avec les discussions d'intellectuels et d'intelligents, pour que jaillisse la lumière qui va sauver la Côte d'Ivoire. Les gens comprendront petit à petit mon discours. Et ils comprendront que la génération qui a succédé à Houphouët a échoué. Quand vous mettez vos voitures sur les routes, vous comprenez leur échec. Quand vous prenez votre femme, votre enfant, et que vous allez dans les hôpitaux, vous comprenez leur échec. À l'école, il vient, que vous êtes obligé d'engager 3-4 mètres de maison pour lui seul, vous comprenez leur échec. Quand le seau de marché est devenu un petit sachet noir de marché, vous comprenez leur échec. Quand vous ne pouvez plus sortir à 5 h du matin pour griller votre bœuf rôto, parce que les microbes sont là pour vous découper et ils sont appelés enfants en conflit avec la loi, vous comprenez leur échec. Nous voulons nettoyer la conscience des pro-Ouattara, des pro-Gbagbo, des pro-Bédié, pour leur dire, relevez-vous, l'échec est là, il est patent. On passe à autre chose là.
développement humain est très important. On ne peut pas accepter d'être à l'étroit dans la maison de son père. Parce que son père a reçu des amis, parce que son père a reçu globalement des étrangers, et son fils, l'héritier, au point d'être oublié, au point d'être dans un coin où on gare le vélo, et puis ses amis, ses étrangers sont à l'aise. Bien-aimés frères et sœurs, si vous-même vous voyez ça, vous allez dire quoi? Vous allez dire qu'il est bête? Ces derniers temps, j'ai vu sur les réseaux une femme qui aurait renié sa fille pour se marier. J'ai vu vos réactions. Et vous voulez qu'en Côte d'Ivoire, on accepte de se renier pour faire place aux étrangers? De quel droit voulons-nous accepter? C'est d'ailleurs le sujet que nous voulons aborder aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, son immigration et ses naturalisés. La Côte d'Ivoire, son immigration et ses naturalisés. Avant d'ouvrir ses frontières pour recevoir des étrangers, pour avoir eu la lucidité, mais mieux, la compétence nécessaire pour avoir planifié l'avenir de son propre pays. Je ne sais pas si on a un ministère du plan. Parce que quand on a un gouvernement digne, il doit être à mesure de dire pour la nation ivoirienne, notre plan quinquennal à court terme, notre plan à moyen terme, notre plan à long terme, les voici. Et vous allez voir que dans ce pays, tout ce qu'on doit mettre en place, système éducatif, système formation, vous voyez, système de santé, économique, va être en fonction de ce plan qui est orchestré. Ce qui, pour l'instant, nous disons, n'est pas forcément une réalité. Vous comprenez? Ce n'est pas une réalité. Vous comprenez? On navigue un peu à vue. Donc, revenons au schéma de notre maison. Vous avez 4 enfants. Et vous recevez 10 étrangers. Vous recevez 10 étrangers. Vous avez 4 enfants. Votre salaire n'a pas augmenté. Vous devez les nourrir tous. Parce que vous vous prenez pour quelqu'un de généreux. All right. Mais qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de diminuer la ration de vos enfants. Vous venez de diminuer, je veux dire, le niveau de soins de santé de vos enfants. Vous venez de diminuer la qualité de l'éducation de vos enfants. Vous venez de diminuer l'indice de sécurité de vos enfants. La question, à quoi devrez-vous attribuer la priorité? Le rêve va se dire, Ivoirois d'abord. Ivoirienne d'abord. Ça là, vous pouvez nous décapiter. On ne changera pas. Nous avons un pays qui fait 322 000 km² et qui compte au bas mot entre 62 et 72 petites nations, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Parce que quand nous parlons d'Ivoirois, c'est ça. C'est sans distinction d'origine. D'autres sont musulmans, d'autres sont bossonistes, d'autres sont chrétiens. Je parle de mon peuple. J'ai dit, la priorité leur est accordée d'abord. Parce que arrêtez votre sentimentalisme fichu. Je ne fais pas partie de la génération qui a tracé les frontières, ça je m'en fous. Mais j'ai la conscience et la responsabilité de reconnaître que sur le territoire qui est appelé Côte d'Ivoire, qui fait 322 000 km², il y a une nation à soigner, il y a une nation à nourrir, il y a une nation à éduquer, il y a une nation à protéger.
Dès lors, quand je veux ouvrir mes frontières, il est de ma responsabilité aussi, peut-être d'apporter du secours aux gens qui ont des difficultés peut-être sur nos frontières. Je dois veiller à ce que leur arrivée n'étouffe pas mes enfants. Le REVAS va veiller. Et notre politique d'immigration est baptisée l'immigration utile. Alors, qu'allons-nous faire? Parce qu'il faut que ce soit clair. Le REVAS va d'abord boucler nos frontières, qu'ils soient en haut, à terre, sous l'eau ou sur l'eau. On va boucler nos frontières. Et nous allons vérifier de l'utilité des étrangers que nous avons chez nous. Il n'y a pas de honte à garder les meilleurs. Mais qu'allons-nous faire d'un Ivoirois voleur? Allons-nous le jeter au Burkina? Est-ce que nous allons jeter un Ivoirois voleur au Libéria? Un Ivoirois paresseux, corrompu? Est-ce que nous allons l'extirper de notre pays pour le jeter? Non. Il est lié à ce sol par son sang et son cordon ombilical. Mais nous avons la responsabilité de prendre un étranger qui nous emmerde et de le ramener chez lui. Parce que c'est chez lui qu'il doit être. Ça veut donc dire que, écoutez, nous ne sommes pas les seuls à le faire. Hein. Donc arrêtez de nous fatiguer. Il faut trier l'immigration utile. Ensuite, lorsque nous allons décider d'ouvrir les frontières, il faudrait que celui qui voudra venir ici, chez nous, commence déjà à remplir les papiers depuis chez lui. On va aller simplement. C'est-à-dire que s'il y a un Ghanéen qui veut venir en Côte d'Ivoire depuis sa position au Ghana, il faut qu'il commence à remplir les papiers pour sa demande de naturalisation. Est-ce que vous comprenez? De sorte que nous savons déjà qui veut venir. Pourquoi il veut venir? Combien de temps voudra-t-il passer? Pour passer chez nous, pour aller ailleurs? Vient-il faire des affaires? Vient-il fréquenter? Vient-il apprendre? Le service de l'immigration le sait en avance. Quand nous lui donnons l'autorisation de quitter chez lui pour venir, nous savons qui c'est. Ça, c'est clair. C'est de la responsabilité de notre pays de protéger ses enfants. Donc, c'est ce que nous allons engager. Quel que soit du pays où vous trouvez, un pays européen, pays asiatique, pays américain, État américain, comme ils disent, tu veux venir. Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons quand nous voulons aller chez eux? Même ne serait-ce que demander visa. Tu es assis chez toi à la maison et puis tu remplis les papiers. Eux, ils regardent. Il faut que nous instaurons ça pour notre terre. Ça va nous permettre de faire l'immigration utile. C'est très important. Et comme nous aurons mis correctement des lois pour que l'étranger qui arrive sache qu'il ne peut jamais être propriétaire de terre, mais qu'il ne peut être que exploitant, une fois qu'il est autorisé à entrer, les conditions qui vont lui permettre de trouver du travail ici, il va les respecter et il va trouver du travail. Les conditions qui vont lui permettre d'investir, et si cela lui permet d'investir, il va investir. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie, mais nous pouvons nous permettre de trier ceux qui viennent chez nous. Il est de notre responsabilité que les autres pays trient ceux qui rentrent chez eux. Qu'ils trient. D'ailleurs, les gens trient. Est-ce que vous savez que quand on vous donne le visa américain, il est marqué dessus noir sur blanc, hein, que même les agents à l'aéroport sont capables encore de vous arrêter. C'est-à-dire, l'ambassade t'a donné le visa. Je t'ai dit qu'il a écrit dessus qu'au contrôle, quand tu seras sur le territoire américain, là, à l'aéroport, là,
ils ont bien écrit que l'agent plutôt assermenté qui est là peut te faire retourner. Vous voyez à quel niveau ils ont situé le tri qu'ils font. Sans oublier de temps en temps les avions charter et autres qu'ils font pour expulser des étrangers. Pourquoi sinon on fait, cela doit devenir scandale. En Côte d'Ivoire, nous avons aussi instauré la carte verte. Tu ne peux pas venir prendre l'emploi des gens du pays. C'est pas possible. Comment nous on va appeler cette carte? En Amérique on dit green card. Nous on ne sait pas comment on va l'appeler. Mais quand tu as rempli les papiers de là-bas, qu'on t'a autorisé à arriver, un certain nombre de dispositions va te permettre de dire que ce gars peut travailler sur notre territoire. À partir de cela, on va te délivrer cette carte-là, qui va te permettre, quand tu vas faire une demande d'emploi, de joindre. Sinon, tu ne travailleras pas. Il faut qu'on soit clair. La condition pour trouver travail en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même pour un Ivoirien, une Ivoirienne, que pour un étranger. Soyons sérieux. Il est venu d'un autre pays, il ne peut pas venir ravir l'emploi de mes compatriotes. Et si je ne peux pas jeter le brigand ivoirien dans un autre pays, le brigand étranger qui est ici, j'ai le devoir et la responsabilité de le repatrier chez lui. C'est l'un des autres problèmes de nos prisons. Nos prisons sont remplies aussi de... Et finalement, personne ne peut être correctement nourri dans les prisons. Parce que les prisons sont 4 fois leur effectif originel. Il faut réfléchir correctement pour trouver. Lorsque nous avons fini de faire tout cela, celui qui est arrivé chez nous, qui a pu passer par les mailles, nous disons haut les mains. C'est l'étranger que nous avons désiré. Celui qui arrive en définitive chez nous, quand nous aurons mis tous ces garde-fous, c'est l'étranger que nous voulons là, qui est arrivé chez nous. Vous savez, l'africanisme. Mais pourquoi nous parlons? Parce que dans nos pensées, vous voyez, pour savoir dans nos pensées que nous sommes 54 pays, je crois. Hein, Polycarpe, dis-moi si je me trompe. Je crois qu'en Afrique, on est 54 pays, je crois. Si nous sommes 54 pays, ça veut dire que les 54 pays-là doivent exister. Et on veut fusionner. Mais en réalité, quand on dit fusionner, ce n'est pas qu'on va devenir un seul peuple. On va faciliter nos transactions financières, nos déplacements d'hommes. C'est ça qu'on dit, on va casser nos frontières. Mais imaginez que le Ghana à côté ne maîtrise pas sa sécurité. Je dis bien, imaginez. Le Libéria ne maîtrise pas sa sécurité. Et vous cassez les frontières entre ces deux pays-là avec la Côte d'Ivoire. Que va-t-il se passer? Vous allez être du coup submergé par des individus de moralité douteuse, par des individus indélicats. Vous aurez augmenté le nombre de braqueurs que vous avez déjà naturellement chez vous. C'est pourquoi il est de la responsabilité de l'État de concevoir des mécanismes pour que déjà on puisse contrôler les étrangers et d'en refuser. Et puisque nous sommes à une époque, ceux qui sont déjà rentrés et qui sont ici, qui ne sont pas utiles, qu'ils aillent chez eux. La loi sur la patridie doit être abolie, annulée. Il n'y a aucun État au monde qui s'élève pour dire citoyens du monde, des habitants de mon pays. Ça n'existe même pas. Sinon, il n'y aurait pas de code de nationalité dans tous les pays. Maintenant, je dis, quand nous avons trouvé sur notre sol l'étranger que nous avons souhaité, l'étranger que nous avons désiré, parce qu'il est passé au travers des mailles que nous avons imposées, nous allons passer
autre étape. Merci Polycap. On va passer à une autre étape. Et on va parler de la naturalisation. La dernière fois, je me disais, et croyez-moi, le mot n'est pas fort, nous avons fini par naturaliser des gens qui sont contre nous. On a naturalisé à la limite des ennemis. J'ai pris mon temps avant de monter et de préparer cette vidéo. Je me suis interrogé sur le système américain. Je ne dis pas que c'est parfait. Mais il faut savoir regarder ce que les autres font chez eux et voir ce qui est positif à l'intérieur. Et on peut peut-être améliorer chez nous. Il y a quelqu'un qui quitte son pays natal et qui arrive chez vous et il dit, je veux devenir Ivoirois. Je veux devenir Ivoirienne. C'est louable que mon drapeau soit apprécié et que la vie dans mon pays soit exaltée par cette demande. Mais il prend une responsabilité entière de dire, je veux changer de nationalité. J'imagine que depuis l'école, le pays qu'il a quitté là, on lui a appris à être citoyen de ce pays. On lui a appris à respecter ce pays, son drapeau, ses citoyens, ses lois, sa constitution. On lui a appris ce pays. Ça, c'est écrit dans sa mentalité. Donc, c'était un réflexe pour lui de sauter sur une arme pour défendre son pays. Vous ne pouvez pas lui enlever ça. Et c'est louable. Mais dès lors qu'il dit, vous m'avez permis d'être chez vous, je veux plus. Je veux porter votre nom. Je veux être naturalisé. Il est de la responsabilité de notre nation de l'éduquer. De l'éduquer à nos valeurs. De l'éduquer au respect et à la considération de notre drapeau. Aux valeurs de nos armoiries. De l'éduquer. C'est une forme d'école. Il doit apprendre à se respecter lui-même d'abord. Il doit apprendre à respecter l'Ivoirois, l'Ivoirienne. Il doit apprendre à respecter ce pays et sa nation. Parce que je vous ai dit que le pays est différent de la nation. Le pays est physique. Le pays, c'est le carré de 322 000 km², je crois 462. Mais la nation, ce sont les peuples, l'humain qui habite sur le pays. Donc, il doit apprendre à respecter le pays, d'abord, en tant que territoire, et ensuite respecter cette nation. Respecter son drapeau. Et prendre l'engagement de défendre. Vous savez, j'ai lu le serment que les Américains prêtent. Et je me suis permis d'écrire un pour nous. Malien et il veut il dépose un papier et les 2 jours qui suivent, vous signez une naturalisation, vous lui remettez. En réalité, il n'est même pas devenu ivoirois. Il est encore malien. Dans la conception d'individu. Si vous ne lui enlevez pas ça, comment devient-il votre citoyen? C'est pourquoi il faut lui apprendre. Pour nous là, que veut dire l'éléphant? Pour nous là, que veut dire orange, blanc, vert? Pour nous là, quelles sont les valeurs prônées par l'hymne national? Si au cours de la formation, il estime qu'il ne veut pas perdre ses valeurs originelles pour épouser les valeurs ivoiriennes, il renonce et on l'expulse. Mais vous ne pouvez pas dire que je veux être naturalisé. Parce que moi, souvent, vous voyez, c'est quand les gens de la diaspora veulent essayer de discuter avec nous quand on parle de ces choses que je suis un peu déçu. Qu'avez-vous fait dans les différents pays avant d'acquérir leur papier? Quel est le parcours de combattant que vous avez suivi pour acquérir ces bouts de papier?
Et vous voulez balayer ça du revers de la main et nous faire croire que nous devons laisser tout le monde faire. En Europe, où nos frères et sœurs sont, ils ont construit l'Europe que vous appelez l'Europe, aujourd'hui l'Europe de l'euro. Ils ont construit ça en quelle année? Et nous, avec nos jeunes démocraties de 60 ans, vous pensez qu'on peut brusquer le panafricanisme en détruisant nos frontières alors que nos États n'existent pas, alors que nos identités ne sont pas définies, alors que nous sommes remplis de haine les uns contre les autres et que nous nous combattons dans nos membres? C'est impossible. Il faut que nous apprenions d'abord à éduquer nos peuples. Nos premiers responsables politiques qui sont sortis directement de la colonisation ont été nos propres colons. Ils ne nous ont pas éduqués à être des citoyens de nos nations africaines. Ils ont été des super-hommes que les Blancs ont installés, qui continuent de nous escroquer moralement, financièrement, spirituellement. Donc nous n'existons pas. Notre premier combat, c'est que les 54 pays doivent individuellement exister. Ces 54 pays doivent éduquer leur peuple au respect de leur propre nation, de leur propre pays, de leurs valeurs. Parce que vous voyez, quand vous respectez ces valeurs, vous respectez le voisin et ses valeurs. Je répète, quand vous avez des valeurs chez vous, que vous êtes imprégné de ces valeurs, quand vous respectez ces valeurs, lorsque vous allez à l'étranger, vous respectez leurs valeurs. Du coup, ils ont de la considération à vos yeux. Et ce respect et la considération, appelant respect et considération, vous qui êtes arrivés, vous êtes respectés et considérés. Donc, la première marche à franchir en Afrique, c'est que nous devons comprendre que selon nos valeurs socio-culturelles, économiques et politiques, car nous n'avons pas besoin d'importer de politique. Vous savez, moi, ce qui m'amuse avec ceux qui nous ont apporté la langue française, c'est la définition qu'ils donnent aux mots. Et ça m'encourage tellement dans ma vision. Parce qu'on vous décrit simplement que l'ethnos, donc nation, on vous dit que c'est un groupe d'individus qui ont la même histoire. Retenez ça. Qui ont la même langue, le même langage. Ils ont la même culture et la même économie. Très souvent, langue et langage sont mélangés, mais la définition, ce sont ces quatre concepts-là. Économie, culture, langue, langage, économie. Vous voyez? Histoire commune. Donc, la Côte d'Ivoire nation est dans sa propre histoire qu'elle est en train de forger, qu'elle est en train de vivre, qui s'impose à elle. On doit avoir notre économie, on doit avoir notre politique et notre culture. De sorte que les autres en nous voient une identité culturelle. Ils connaissent notre carte d'identité, même je dirais spirituelle. C'est pour ça qu'on existe. À partir de là, dans le respect de chacun des peuples, lorsqu'on va dire on casse nos frontières, le Burkinabé est respecté et considéré par l'Ivoirois. L'Ivoirois est respecté et considéré par le Burkinabé. Chacun sachant qu'à Koudougou, j'ai quitté ma terre et que j'ai arrivé à Didiéville, il trouvera normal qu'on lui dise à Didiéville qu'il n'a pas droit à des terres. Il ne peut pas être propriétaire, mais il peut être exploitant. De même, je ne peux pas quitter mes terres en Globo, où je ne ferai de personne propriétaire en Globo, et puis aller prétendre être propriétaire des terres. Ce sont des petites vérités que si nous voulons refuser, nous n'avons pas. Donc il faut que nous soyons acceptés comme étrangers chez nous
soient instruits sur nos valeurs, soient éduqués dans notre comportement socio-culturel, politique et économique. C'est comme une forme d'examen qu'ils passent. Et le jour, on doit lui remettre ce papier certifiant qu'il est devenu ivoirois. Et en regardant sur ce que nous avons vu ailleurs, le REVAS a conçu le texte que je vais vous lire. Il a pour titre Côte d'Ivoire, serment des candidats à la naturalisation ivoirienne. Serment des candidats à la naturalisation ivoirienne. Donc, la lecture va commencer comme si, moi, et il va répéter son propre nom, il va dire, je fais le serment d'abandonner et d'abjurer toute allégation et fidélité à quelque roi, prince étranger, potentat, état ou souveraineté dont j'ai été précédemment le sujet ou le citoyen. Je m'engage à respecter, à soutenir et à défendre la Constitution et les lois de la République de Côte d'Ivoire contre tous les ennemis intérieurs et extérieurs. Oui, c'est un engagement important. Je prends des exemples concrets. Tu es quitté au Burkina, tu es venu, tu dis tu vas être ivoirisé. Ok, on va te donner le papier. Tu prends cet engagement. Si demain le Burkina se lève contre nous avec les armes, quand toi tu soulèves tes armes, tu es contre le Burkina. Parce que tu es naturalisé. Mais il est hors de question que si le Burkina se lève contre nous, tu deviens un agent intérieur ici, ayant soulevé l'arme contre nous aussi. Donc il est de notre responsabilité, non seulement de trier ceux qui rentrent, mais de les éduquer, de les former à la citoyenneté ivoirienne. Claire. Comment sauver la Côte d'Ivoire? Et ces jalons-là, on est bien obligé de... Donc, je continue. Donc, je m'engage à soutenir et à défendre la Constitution de la République de Côte d'Ivoire contre tous les ennemis intérieurs et extérieurs. À respecter tous mes engagements. De porter les armes au nom de la République de Côte d'Ivoire sous le drapeau orange, blanc, vert pour protéger les citoyens ivoiriens, leurs biens et les institutions de la République. D'accomplir toute tâche d'intérêt public et national sous administration civile dans les forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Je souscris librement à toute cette obligation sans réserve ni raisonnement et sans intention de me dérober. Aujourd'hui, l'an, ça dépendra de l'année, je deviens ivoirois. Côte d'Ivoire, pour toi seul, je vais vivre. Et pour toi seul, je vais combattre et mourir. Vive la République de Côte d'Ivoire. Que Dieu, par sa sagesse et sa force toute puissante, me soutienne. C'est clair. Après avoir été instruit, après avoir été éduqué, vous comprenez? Après avoir été formé ivoirienne, il doit déclarer ça avant qu'on lui remette le certificat qui fait de lui citoyen de notre pays. Quand il est à côté de nous que nous marchons, il est un citoyen de chez nous. Et nous marchons dans les mêmes intérêts de notre mère patrie. Je vous dis la vérité parce que nous avons constaté. Parce que quand quelqu'un a été naturalisé et qu'il ose dire je suis plus ivoirien que toi en s'adressant à un Ivoirois, vous comprenez que c'est une insulte. Toi qui es venu d'ailleurs, qui détiens notre carte d'identité, du coup et subitement, tu apparais comme quelqu'un qui est supérieur à nous. Et tu oses dire, je suis plus ivoirois que toi. Ces genre de mots-là, nous les avons entendus depuis longtemps. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'a aucune considération
pour les citoyens qu'il a trouvés sur le pays. Il n'a aucune considération pour la nation qu'il a trouvée sur le pays. Mais est-ce que la faute est à lui seul? Est-ce que cet orgueil qu'il manifeste en est-il l'origine? Non. Parce que notre État ne s'est pas protégé. Parce que notre État n'a pas créé des conditions pour qu'un étranger qui veut avoir la citoyenneté de chez nous, vous voyez, soit capable de s'intégrer. Voici ce... Nous ne vivrons pas en autarcie. Mais il est inadmissible d'accueillir les étrangers qui ne sont même pas utiles pour leur propre pays. Bonsoir Amazon de Quincy, merci d'être là. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons dit immigration utile. Qui veut entrer? Pourquoi il veut entrer? Il doit répondre lui-même à ces questions. Et nous allons apprécier. Il doit le dire et à nous d'apprécier. Quand il arrive, quel papier doit-il avoir? Naturellement, une carte d'identité de séjour. Ici n'est pas chez toi, donc tu séjournes. On fait des querelles sur des mots pour rien. Plus tard, tu voudras travailler. Il faut acquérir notre confiance avant qu'on te mette dans notre système. On ne va pas remettre à nouveau les clés de notre fortune à des gens qui n'ont pas la citoyenneté dans leur sang, qui n'ont pas le respect. Donc, un deuxième niveau de contrôle sera fait sur l'étranger. Et puis, nous avons 3 couleurs dans notre drapeau. Orange, blanc, vert. On a cette carte. Parce que nous, on estime que quand on commence par le mât, on fait orange, blanc et vert. Nous estimons que pour intégrer totalement, tu seras au vert. Donc, quand tu commences tes trucs, que tu arrives ici, tu vas avoir peut-être une carte orange qui prouve que tu viens d'arriver. Après, si le niveau de confiance en toi avance et varie en ta faveur, selon nos lois et nos institutions, tu peux arriver à la carte blanche. À la carte verte, où tu peux travailler chez nous. C'est là que tu pourras demander à être naturalisé. L'Assemblée nationale va décider, quand tu as la carte blanche, alors tu peux demander à être naturalisé. Mais une chose est claire, l'esprit du Révas est clair sur le sujet. N'importe qui ne viendra plus chez nous. Et ne viendra plus n'importe comment. Parce que le service de l'immigration doit avoir les moyens. Parce que je vais vous dire une chose, sans entrer en profondeur dans notre politique de protection de notre pays, donc dans notre loi militaire, notre loi de programmation militaire, nous n'allons pas rentrer dedans, c'est nous livrer. Mais une chose est certaine, nous allons clôturer la Côte d'Ivoire. Nos militaires n'ont pas besoin d'être sur des bases à l'intérieur de notre pays. La gendarmerie et la police vont s'occuper de... doivent sortir pour aller s'installer sur les frontières, à quelques kilomètres des frontières. C'est ça que j'appelle clôturer la Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a des points de concentration. Je vais vous donner un exemple. Là où les frontières de 3 pays descendent sur la Côte d'Ivoire. Regardez, frontière, aidez-moi là. Je n'ai pas la carte sous les yeux, donc il ne faut pas qu'on se trompe là. Je veux dire, frontière peut-être du Ghana, et puis à un autre, ils descendent, donc on a 2 pays qui ont leur frontière, et puis qui viennent descendre sur la frontière, viennent descendre sur la Côte d'Ivoire. Ça c'est un point chaud. À quelques kilomètres de ce point chaud, il faut qu'il y ait un camp militaire. Et entre ces points chauds qui sont autour de notre pays, il doit y avoir des camps militaires. Et des patrouilles régulières entre ces différents camps. C'est comme ça qu'on va clôturer. Possible à terre, ça sera possible avec hélicoptère. Les moyens sont là. La Côte d'Ivoire a les moyens.
C'est son utilisation personnalisée qui fait que nous n'en avons pas. Sinon, la Côte d'Ivoire a les moyens. La Côte d'Ivoire a l'argent pour clôturer son pays. Je n'ai pas dit des briques. On n'en a pas encore arrivé là. Peut-être que les générations futures vont y arriver, je ne sais pas. Parce que si, à un moment donné, personne n'éduque son pays et sa nation, afin que nous approchions le panafricanisme réel que nous voulons tous, on va être obligé de se clôturer. Au-delà de ce que je propose, au-delà de ce que le REVAS propose. Croyez-moi, je crois en la solidarité africaine. Je crois en cette cohésion qui sera notre force. Mais si vous prenez un vieux tissu déchiré pour coudre un nouveau tissu, la déchirure sera plus grande. Si vous prenez une jambe de fer que vous posez sur un pied d'argile, l'argile sera écrasée. Mais imaginez que les 54 pays deviennent des pays d'airain. Si le mot airain vous gêne, on va utiliser le mot bronze. Imaginez que les 54 pays africains, par leur constitution, par leur souveraineté, par leur démocratie interne, par leur sécurité interne, par leur emploi, deviennent des pays de bronze, des pays d'airain. Si nous les associons, nous devenons l'Afrique d'airain, l'Afrique forte. Mais aujourd'hui, là, imaginez votre manguier et les fruits ne sont concentrés que sur une seule branche. Que va-t-il se passer? Vous allez perdre la branche et vous allez perdre les fruits. En l'état actuel, si pas d'ouvrir les frontières, l'Afrique va s'écrouler. N'y pensez pas pour l'instant. Pensons à construire nos États. Le REVAS veut construire la Côte d'Ivoire. Le REVAS veut fonder la Côte d'Ivoire. Pour que nous quittions l'amateurisme. La Constitution dit que le président et le vice-président doivent être élus. Nous sommes dans un système où le président a nommé le vice-président. Mais on est là, on applaudit les deux. Des soi-disant universitaires qui applaudissent les deux. Et d'ailleurs, ils se cachent la nuit pour écrire des lettres pour rentrer au gouvernement. C'est tout ça qui est le maître mot de notre instabilité chronique, politique. Parce que nous ne sommes pas conséquents avec nous-mêmes. Nous n'avons aucun respect de nos propres lois. Nous n'avons aucun respect de nos propres institutions. Vous voulez que le Mali vienne nous respecter? Que le Cameroun nous respecte? Vous voulez que le Canada nous respecte? Vous voulez que l'Amérique, qui respecte de ses lois, vienne nous respecter? On n'est rien. On crie, on veut avoir quelle souveraineté? Non. On ne fait même pas peur chez nous. Et vous voulez que qui soit effrayé? Vous comprenez? Nous-mêmes, en intérieur de notre propre pays, on déchire le drapeau. La dernière fois, je vous ai dit, Gbagbo avait 10 ans de mandat. On peut parler peut-être des conditions difficiles. Mais quand aujourd'hui vous vous dites qu'il n'a qu'à revenir être candidat, vous avez déchiré la Constitution, sans le savoir. Ouattara a fait ses 2 mandats. Quand un groupe s'élève pour dire à Ouattara d'être candidat, ce groupe a déchiré la Constitution. Vous voyez, donc on n'est pas solide. Sans loi. Le président, on va diminuer le nombre de candidats. Attends, lui il sera candidat et lui il diminue le nombre de candidats. Ce n'est pas son rôle. Le pays dans lequel on est, est-ce qu'il y a une loi qui détermine véritablement les rôles? Donc l'exécutif est... Il dit, bon, mais la caution va passer à 100 millions parce qu'il sait qu'il en a eu maintenant. Ou lui ou ses amis en ont eu. Voilà, donc ils ont créé une élite qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Ils sont capables d'avoir 100 millions. Et vous êtes là, vous applaudissez. Vous voyez? J'ai vu le maire de Dabakala applaudir. Je l'ai pressenti, enfin, les gens, je l'ai pressenti un moment par rapport aux écrits du PDCI, que lui serait candidat du PDCI. Mais je vais dire une chose, quand tu prévois être candidat pour venir gouverner un pays, que dans les moindres détails, tu es incapable de défendre
que c'était une occasion pour le maire de dire non au président. Il a ri, il a applaudi. Parce que lui, il sait peut-être qu'il va trouver les 100 millions. Donc, quand on parle d'exclusion, peut-être que Ouattara, lui, se plaignait d'avoir été exclu parce qu'il était habitant originaire du Nord et musulman. Il se plaignait de ça. Non. Moi, je me plains de ce qu'il m'exclut parce que je suis pauvre. Donc, s'il a conscience que effectivement les gens l'avaient exclu pour de tels propos et que tout ce qui est là est un désordre qui est venu peut-être de cette exclusion, il est en train donc de préparer l'exclusion de prolétaires. Et en tant que président d'un parti politique, il est de mon devoir de dire non. Et de dire, dans un pays où le SMIC est 60 000 francs, on ne peut pas demander à un honnête citoyen de payer 100 millions pour être candidat à diriger ce pays de pauvres. Surtout que ce n'est pas cet argent qu'il va prendre pour diriger le pays. Il y a des choses qu'on lui demande qui sont bien meilleures, mais qu'on ne prend même pas le soin de vérifier. Quand nous signons tous les papiers, des accords sur l'honneur, quand nous prenons des casiers judiciaires, c'est de la moralité qu'il est question. Quand nous devons vérifier notre état de santé. Nous, quand on a été candidat, on était à la PISAM pour faire le bilan de santé. Si les gens avaient été honnêtes pour respecter les bilans de santé, il y a des gens qui ne seraient pas là aujourd'hui. C'est ça un pays. Un pays qui se respecte doit être capable de lever les yeux, de regarder les situations, de produire les résultats justes et corrects dans l'honnêteté et la conscience professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qu'on attend des pauvres? Que nous aussi nous soulevons une rébellion? Que nous cassons les banques? Et que nous ayons l'argent aussi pour payer caution de 100 millions aujourd'hui? Ou bien vous voulez des hommes et des femmes intelligibles et intelligents, produire des projets de société pour soumettre à la patrie intelligible et intelligente, pour que les gens... Tout à l'heure, il faut que les Ivoiriens apprennent à voter les projets de société. Au moment où nous sommes en train de nous battre pour arriver à ça, les gens veulent venir construire des murs d'argent pour empêcher des citoyens honnêtes de devenir candidats. Donc, je proteste. Et j'ai dit que Ouattara veut m'éliminer parce que je suis pauvre. Ouattara veut empêcher mon parti de présenter un candidat en fixant la caution à 100 millions. Et nous voulons revendiquer cela. Vous voyez, j'ai coutume de dire que nous devons être capables de connaître l'histoire de notre jeune nation et surtout l'histoire de notre démocratie encore vacillante, mais qui n'est que nourrisson. Ces gens d'attitude n'apportent pas la paix dans un pays. Et ça ne doit pas être, ça ne doit pas venir de l'exécutif. Mais on a applaudi. Non, au Revas, nous on n'applaudira pas ça. Nous on n'acceptera pas ça. Donc nous, ce hold-up électoral qui commence, nous dénonçons cela. Nous n'avons pas fait le combat de la CI. Parce que tant qu'on... Ce n'est pas la peine de se fatiguer à jeter de la salive en l'air. Le Revas va aller aux élections avec la CI. Parce que ce n'est pas la CI qui vote. Et c'est pour ça que nous éduquons chaque jour la population à une conscience de sa souveraineté et à savoir qu'on n'élit pas quelqu'un parce qu'il dit qu'il est petit-fils de Oufoué. Mais on doit élire quelqu'un parce qu'il nous a promis une politique de santé dans laquelle nous nous reconnaissons. Un système éducatif, de l'éducation, de la compétence. Un projet qui nous présente la possibilité de sécurité.
projet de société. On attend que chaque candidat produise pour lui, afin que l'Ivoirois intelligent puisse lire et apprécier pour préparer son choix. Mais est-ce que vous les voyez sur ce marché-là? Chacun dans la déclaration lapidaire, d'invective. Mais personne ne veut présenter le projet. Personne ne veut dire qu'est-ce qu'il va faire des étrangers. Personne ne veut attaquer les vrais sujets. Et bien le Revas dit, nous croyons en ce peuple et en son intelligence. Donc nous allons lui poser les vraies questions. Le Revas dit, nous, à la magistrature suprême, on proposera les lois pour trier les étrangers qui sont chez nous. On proposera pour que l'étranger qu'on doit à saint, on proposera les lois sur le code des nationalités. Et dorénavant, les candidats à la naturalisation doivent être formés à nos valeurs. Et ils doivent prêter serment avant de bénéficier de leur acte de naturalisation. Voici ce que le Revas vous dit. Le Revas dit à cette jeunesse qu'il y a de l'espoir. Désormais, les étrangers ne voleront pas. Donc, Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes soeurs, chers compatriotes, nous sommes donc au terme de cette émission. Nous sommes à la conclusion. Rappelez ce que nous avons dit durant ce jour. Que la paix du cœur soit restaurée en l'Ivoirois, en l'Ivoirienne. Que la paix sociale règne par les prochaines lois que nous allons établir dans le respect des uns et des autres. Comme ça, autochtones, allogènes, étrangers venus de tout horizon, qui sera respectueux de notre constitution.